Incroyable, les États-Unis se font totalement humilier par l'Iran. Après toutes les menaces que Donald Trump a fait, notamment sur le cessez-le-feu qui devait prendre fin hier, et là Donald Trump avait repris la parole pour dire qu'il prolongeait encore le cessez-le-feu sans date de fin. Donald Trump affirme qu'il est toujours en négociation et qu'on serait vraiment sur la bonne voie. Mais là, on a l'Iran qui vient de prendre la parole et qui a totalement humilié Donald Trump et les États-Unis. Mesdames et messieurs, d'un côté, nous avons les Européens, de l'autre, l'Iran, et ensuite la défaite américaine. De quoi parle-t-on vraiment? Il y a quelques jours, plusieurs responsables européens ont utilisé un mot assez fort, le mot humiliation. Pas pour décrire une situation abstraite, pas pour commenter un match de football, pour qualifier ce qui s'est passé entre les États-Unis et l'Iran. Et ce mot-là, dans la bouche de diplomates qui pèsent habituellement chacune de leurs formulations, ça mérite qu'on s'arrête. Pas pour amplifier, pas pour dramatiser, juste pour comprendre ce qui se dit réellement et ce que ça signifie et surtout ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas encore. Commençons par poser ce qui est établi parce que c'est souvent là que les analyses déraillent. On se trouve vite à l'interprétation avant d'avoir bien regardé les faits. Les États-Unis et l'Iran ont conduit des négociations sur le dossier nucléaire iranien. Ces négociations, menées indirectement via des intermédiaires, notamment Oman autant pour moi, ont abouti à un accord préliminaire. La nature exacte de cet accord, ses conditions précises, le niveau de vérification prévu, tout ça reste partiellement flou dans les communications officielles. Ce que les deux parties ont confirmé, c'est qu'un cadre de dissuasion existe, que des engagements ont été pris sur la question d'enrichissement d'uranium et que l'Iran a obtenu un allègement de certaines sanctions en échange. Du côté américain, l'administration Trump, parce qu'on est bien dans ce contexte-là, a présenté ça comme une victoire diplomatique. Le discours officiel, on a empêché l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, on a obtenu des concessions sans déclencher un conflit militaire. C'est le cadre narratif américain. Du côté iranien, le ton est différent. Téhéran a également revendiqué une forme de succès. L'Iran maintient son programme nucléaire civil, conserve les capacités d'enrichissement et sort d'un isolement économique partiel. Ce n'est pas une capitulation selon eux. Et c'est là que les Européens entrent en scène. Plusieurs voix des ministres, des responsables de politique étrangère dans des pays comme la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni ont exprimé une forme de malaise. Certains publiquement, d'autres via des déclarations rapportées par des journalistes accrédités. Le mot humiliation est apparu. Mais humiliation de qui et pourquoi? C'est ici que ça devient intéressant parce que la réponse n'est pas aussi simple qu'elle en est l'air. Première zone floue. Quand les Européens parlent d'humiliation américaine, est-ce qu'ils parlent de la forme de l'accord, de son contenu ou du processus qui a mené à cet accord? Ce n'est pas du tout la même chose. Sur la forme, les États-Unis ont négocié directement avec l'Iran en précipitant leurs alliés européens, l'Europe, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni étaient partie prenante du JCPOA, l'accord nucléaire de 2015. Elle s'était positionnée comme interlocuteur central dans ce dossier depuis des années. Là, elle a été mise de côté. On l'a informée, pas consultée. C'est un fait rapporté par plusieurs sources diplomatiques européennes. Sur le fond, certains responsables européens estiment que l'accord obtenu est suffisant, et est suffisant autant pour moi. Que les garanties sur la vérification du programme nucléaire iranien ne sont pas assez solides. Que l'Iran a obtenu des allègements économiques significatifs en échange des concessions qui restent, selon eux, réversibles. Mais, et c'est important, ce jugement sur le fond est lui-même contesté. D'autres analystes, y compris en Europe, considèrent que stopper une escalade militaire potentielle avait une valeur propre, mais au prix d'un accord imparfait. Deuxième zone floue.
qui exactement parle d'humiliation? Qui parle exactement d'humiliation? Répondez-moi dans les commentaires. On a des déclarations attribuées à des responsables européens, certains nommés, d'autres anonymes. Il faut être honnête là-dessus. Une source anonyme citée dans un article, ça a un poids différent d'une déclaration officielle en conférence de presse. Les deux existent dans ce dossier, mais pas au même niveau de fiabilité. Essayons maintenant de regarder les logiques en présence, sans en privilégier une seule. Première lecture, la frustration européenne est réelle et légitime. L'Europe a investi publiquement et diplomatiquement dans ce dossier depuis 20 ans. Elle a maintenu l'accord de 2015 à vie, quand Trump s'en est retiré en 2018. Elle a subi des pressions économiques liées aux sanctions américaines. Et là, elle se retrouve spectatrice d'un deal négocié sans elle. Donc, elle n'a pas validé les termes. Dans cette lecture, le mot humiliation décrit moins une défaite américaine qu'une mise à l'écart européenne. Deuxième lecture, le mot humiliation est lui-même une arme rhétorique. Dans un contexte où les relations transatlantiques sont tendues. On voit ça sur d'autres dossiers, le commerce, la défense, l'Ukraine. Certains responsables européens ont intérêt à exprimer publiquement leur désaccord avec Washington. Ce n'est pas forcément de la mauvaise foi, mais ça inscrit dans une dynamique politique plus large. Dire les Américains se sont fait humilier peut aussi vouloir dire nous, Européens, aurions fait mieux. Ce qui est une posture politique, pas nécessairement une analyse neutre. Troisième lecture. Peut-être que la vraie question n'est pas qui a gagné ou perdu, mais quel est l'état réel du programme nucléaire iranien après cet accord. Et là, on entre dans un domaine où les informations sont partielles, techniquement complexes, et où même les experts ne s'accordent pas. Ce qui est troublant dans ce dossier, c'est que les trois lectures sont simultanément plausibles. Et elles ne s'excluent pas mutuellement. Il y a un schéma plus large ici qui mérite d'être nommé. Depuis plusieurs années, on observe une forme de fragmentation de l'Occident en tant que bloc diplomatique cohérent. Ce n'est pas une révélation. Les analystes le documentent depuis longtemps, mais ce dossier iranien illustre d'une façon particulière claire. Les États-Unis et l'Europe ont des intérêts qui se recoupent sur certains points. Empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, mais qui divergent sur d'autres. Les relations économiques avec l'Iran, le niveau de sanctions, le rôle de multilatéralisme dans la diplomatie. Ce que ça révèle à plus grande échelle, c'est peut-être ça, l'idée d'un Occident unifié face aux grandes crises géopolitiques est plus complexe à maintenir qu'on ne le dit parfois. Ce n'est pas une nouveauté, mais chaque épisode comme celui-ci en affine le contour. Je vais être clair sur ce point parce que c'est peut-être le moment le plus important du script. Ce qui est confirmé, des négociations ont eu lieu, un accord cadre existe, des responsables européens ont exprimé publiquement leur désaccord avec la méthode américaine, certains ont utilisé des formulations sévères. Ce qui reste incertain, le contenu précis et les mécanismes de vérification de l'accord, les positions réelles non publiques des différents gouvernements européens, l'impact réel sur le programme nucléaire iranien à moyen terme. Ce qu'on ne peut pas conclure, que l'accord est un succès ou un échec. Les deux lectures existent, portées par des gens sérieux, que les États-Unis ont perdu face à l'Iran au sens stratégique du terme. C'est une formulation qui fait du bruit, mais qui simplifie une réalité beaucoup plus nuancée. Et surtout, on ne peut pas conclure que l'Europe parle d'une seule voix sur ce sujet. Il y a des divergences internes à l'Europe aussi, même si elles sont moins visibles. Alors, de quoi parle-t-on vraiment quand les responsables européens utilisent le mot humiliation? Probablement de plusieurs choses à la fois, d'une mise à l'écart diplomatique réelle, d'un désaccord sincère sur la qualité de l'accord, et peut-être aussi d'une posture politique dans un moment de tension transatlantique. Ce qui est certain, c'est que ce dossier révèle quelque chose d'important sur l'état de la diplomatie occidentale en 2025. Pas une rupture dramatique, mais une fissure qui s'élargit doucement sur les dossiers de plus en plus centraux. Est-ce que ça va changer quelque chose concrètement? Est-ce que l'Europe va chercher à comprendre
un rôle plus autonome sur les grands dossiers de sécurité internationale. Ce sont des questions ouvertes. Et je préfère les laisser ouvertes plutôt que de vous vendre une réponse que je n'ai pas. Ce que je sais, c'est que la prochaine fois que vous entendez le mot humiliation dans un discours géopolitique, ça vaut la peine de se demander humiliation pour qui, selon qui et dans quel intérêt ce mot est prononcé. C'était votre paparazzi, votre humble serviteur. Vous êtes les meilleurs, vous le savez déjà. À la prochaine. Portez-vous bien.